Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Leader d'Afrique. Leader d'Afrique reçoit pour vous ce soir le président directeur général du cabinet Performance Group, un cabinet leader et pionnier dans le domaine du conseil sur le continent. Mais avant l'interview que nous vous proposerons tout à l'heure, je vous propose l'éditorial signé Mactar Sylla. Comme dans un scénario de destins croisés et convergents, j'ai rencontré Victor Gorom Ndiaye, que je connaissais de nom et de réputation au Cameroun il y a 11 ans, lors d'une de ses missions d'accompagnement de la communauté des États d'Afrique centrale, la CEMAC. Bête de travail aux horaires impossibles où les journées se confondent aux nuitées, Victor, pour les intimes, est incontestablement de la race des grands penseurs et stratèges contemporains. Pas étonnant lorsqu'on est un pur produit des classes préparatoires aux grandes écoles, diplômé de HEC Paris, titulaire d'un MBA de l'Université Berkeley des États-Unis d'Amérique, ancien consultant chez IDES Consultant de Charles Riley Consultant International, groupe français haut de gamme et indépendant de conseil en stratégie, organisation et conduite du changement, et last but not least, banquier d'affaires chez Morgan Stanley. Avec au compteur 34 ans de conseil en stratégie en Europe et en Afrique, Victor Ndiaye est le fondateur et président directeur général du cabinet Performance Management Consulting, créé en 1995, il y a 24 ans, devenu Performance Group, dont l'objectif et le positionnement constant reste d'être un acteur de la transformation des économies africaines. Ce n'est guère par usurpation qu'il soit un leader en Afrique francophone en matière de conseil, en stratégie, en accompagnement et en mise en œuvre. L'accompagnement de la Sonatel, référence historique du groupe dans sa transformation ainsi que dans son implantation à une échelle régionale, est le premier coup d'éclat du cabinet. Sonatel, aujourd'hui Orange Sénégal, est un opérateur téléphonique qui emploie plus de 3000 agents et a franchi une barre symbolique à 1022 milliards de francs CFA sur l'exercice 2018. Avec plus de 550 missions, dont les 2 tiers ont été financées par des clients africains, siégeant dans divers conseils d'administration d'institutions privées prestigieuses, Victor Ndiaye est l'homme qui a la formule secrète de l'émergence, pour emprunter l'expression de Forbes Afrique Magazine. À vous, Robert Adandé, de recevoir le stratège de l'émergence. Victor Ndiaye, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce soir. Alors, vous êtes président directeur général du cabinet Performance Group, un cabinet créé en 1995, ce qui donnera l'occasion l'année prochaine, donc en 2020, à votre groupe de célébrer son quart de siècle d'existence. C'est beaucoup, mais avant, qu'est-ce qui vous a porté vers ce métier dominé alors par de grandes signatures internationales? Bonsoir Robert. Je pourrais dire, pour paraphraser votre président Mactar Sylla, que je suis tombé dans le conseil comme Obélix est tombé dans la marmite. Après mes études en France et aux États-Unis, et après une brève incursion dans la banque à Francfort, j'ai rejoint un cabinet international de conseil en stratégie. J'étais basé à Paris et j'intervenais un peu partout en Europe. À l'époque, le conseil et la banque d'affaires étaient les 2 domaines à la mode dans les grandes écoles. On les voyait comme des secteurs prestigieux où on avait l'opportunité de travailler à haut niveau et sur des sujets très variés. Cette perception dans le conseil s'est révélée plutôt exacte. J'ai eu l'opportunité pendant près d'une décennie de travailler pour des grands groupes un peu partout en Europe, dans les services financiers, l'industrie automobile, l'agroalimentaire, les télécommunications. Puis l'envie est effectivement venue de rentrer en Afrique, avec le sentiment que je serais sans doute beaucoup plus utile chez moi ici qu'en Occident. Alors, quelles sont les grandes étapes qui ont marqué l'évolution de votre cabinet et surtout, quels sont les grands défis relevés? Parce que je suppose qu'il devait y en avoir énormément. Je vois 3 grandes étapes. D'abord, la première décennie, les années start-up. J'ai 32 ans, beaucoup d'énergie et de passion, et j'ai la chance de m'entourer de jeunes extrêmement talentueux, mais aussi la difficulté d'être pionnier dans un métier assez nouveau, le conseil en stratégie. Les clients sont surtout des entreprises privées, moyennes, grandes,
et des organisations régionales, principalement en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la décennie suivante, celle de l'expansion. En étend notre métier de la stratégie vers l'accompagnement à la mise en œuvre, on s'étend de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, on s'étend du secteur privé beaucoup plus vers le secteur public, avec notamment l'élaboration de plans stratégiques pays. Et depuis ces 5 dernières années, que je pourrais appeler la phase de la réinvention, qui est toujours en cours et pendant laquelle nous travaillons surtout à renforcer l'impact de nos interventions avec des approches plus opérationnelles, plus d'appui à la mise en œuvre, plus de numérique. Et Performance Consulting est devenu ainsi Performance Group avec 3 branches, une branche Consulting, une branche Digital et une branche Performance Capital. Quel défi? Je dirais qu'il y a un défi majeur qui reste permanent. C'est celui de gérer la croissance et en même temps une activité cyclique dans un continent africain où les marchés nationaux sont encore petits et très éparpillés. Victor Ndiaye, vous avez joué un rôle de pionnier dans l'élaboration des plans de développement d'un certain nombre de pays africains, mais aussi dans l'élaboration de plans stratégiques de grands groupes privés sur le continent, divers secteurs confondus. Mais pour en revenir au plan stratégique de nos différents États africains, où en est-on? Un leurre ou une réalité finalement? Non, l'émergence de l'Afrique n'est pas un leurre, bien au contraire. Nous voyons un peu partout sur le continent une Afrique plus dynamique, plus ambitieuse, plus innovante et plus présente sur la scène mondiale. Nous voyons des infrastructures qui se développent, un accès renforcé aux services sociaux de base, une classe moyenne qui émerge. Nous voyons des domaines où l'Afrique non seulement rattrape son retard, mais innove, voire est en avance. Dans la téléphonie, par exemple, la plupart de nos pays ont installé leur première cabine téléphonique dans les années 90, soit environ un siècle après les premières cabines en Europe. Mais aujourd'hui, les cabines téléphoniques ont disparu en Europe comme en Afrique et ont laissé la place à la téléphonie mobile. Et dans ce domaine, l'Afrique a même une certaine avance parce qu'il est aujourd'hui beaucoup plus facile de payer des factures ou de transférer de l'argent via un téléphone mobile en Afrique qu'en Europe. Mais force est de reconnaître que cette dynamique n'est pas uniforme. L'Afrique nous offre chaque jour des raisons de nous réjouir ou des raisons de nous lamenter. C'est donc libre à nous de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je suis afro-réaliste, mais résolument optimiste, et je préfère le voir à moitié plein, et je n'arrêterai jamais de me battre pour contribuer à renforcer et diffuser partout dans le continent les exemples réussis d'émergence. Victor Ndiaye, comment expliquez-vous avoir réalisé les plans stratégiques d'émergence de plusieurs pays du continent africain et n'avoir pas fait le plan Sénégal émergent, sachant que le Sénégal, c'est votre pays d'origine, mais aussi celui d'implantation de votre siège, le cabinet Performance Group? Écoutez Robert, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser cette question et je n'ai même jamais voulu y répondre, mais je vais le faire. D'abord, je dois avouer que cela a été une grande déception pour nos équipes parce que cela va au-delà d'une simple mission. C'est pour ce genre de projet que beaucoup de talents qui nous rejoignent reviennent en Afrique. C'est d'abord pour cette opportunité de servir leur pays. Mais nul n'est prophète en son pays, peut-être encore moins en Afrique. Un ami africain, un grand champion dans son domaine, me disait toujours en rigolant, « Moi, mes projets avancent parce que je ne les présente jamais moi-même à nos autorités. Je paye des personnalités étrangères occidentales qui viennent et qui le font pour moi, et ça passe toujours. C'est à eux qui croient et pas en nous. » Vrai ou pas? Rien que cette perception, près de 60 ans après les indépendances, c'est quand même gênant. Cela dit, des échanges que j'ai pu avoir avec le président Macky Sall, puisque c'est ce que vous évoquez avec le plan Sénégal émergent, il n'est pas du tout dans cette logique.
et a toujours souhaité au contraire qu'on accompagne son administration et nous y sommes bien entendu disposés. Et pour tout vous dire, c'est plutôt sous le précédent régime que Performance s'est retrouvée injustement ostracisée. Bref, l'Afrique doit avoir plus confiance en elle-même, en son peuple, et privilégier la méritocratie, car ce sont là des valeurs indispensables pour l'émergence. J'en profite pour rendre hommage à un homme qui a eu le courage, sur ces questions, de faire bouger les lignes, le président Ali Bongo Ondimba. Il a été un des pionniers de ces politiques d'émergence en Afrique, et le Gabon a mieux résisté à la dernière crise pétrolière que beaucoup d'autres pays, parce qu'il a entamé une transformation structurelle en profondeur, une diversification économique. Pour la première fois, par exemple, depuis 1952, le manganèse est transformé sur place. Une grande industrie locale du bois est en train de naître dans la zone économique spéciale de Coque. Le Gabon exporte de plus en plus de produits agricoles transformés. D'autres chantiers attendent, dans lesquels le président Bongo a une ambition forte et une vision très claire. Le tourisme, le développement urbain, le numérique, la politique sociale. J'ai eu l'honneur de voir de près, avec d'ailleurs Mactar Sylla, le fondateur et président de cette belle chaîne panafricaine, toute l'ambition qu'il avait pour son pays et pour l'Afrique. Et le courage qu'il a eu de faire bouger les lignes sur des questions difficiles, comme par exemple les relations avec certains partenaires étrangers. Et nous sommes heureux de le voir recouvrir la santé et poursuivre son œuvre parce que l'Afrique a besoin de lui. 25 ans, nous le disions, c'est beaucoup. Quelles sont les grandes étapes qui ont marqué l'évolution de votre cabinet et quels sont les grands défis relevés? Relevés, certainement pas, car c'est un vaste combat. Mais notre expérience est aujourd'hui reconnue comme indispensable pour accompagner la dynamique d'émergence de nos pays et rien que cela, c'est une belle avancée. Nous avons la fierté d'accompagner des entreprises qui sont devenues des géants. L'un de nos premiers clients, c'est par exemple la Sonatel dans les télécommunications. À l'époque, en 1996, une entreprise 100% publique avec un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs CFA. Elle a dépassé en 2018 les 1000 milliards. Mais on a de manière générale en Afrique trop peu de Sonatel, trop peu de PME qui arrivent à grandir et à devenir des multinationales, trop peu d'entreprises en bourse, et leur développement suppose un écosystème local de conseil capable de les accompagner dans leur planification et dans leur processus de transformation. Nous avons été pionniers, mais cet écosystème local se développe progressivement et nous sommes fiers d'avoir, durant ces 25 dernières années, fait rentrer en Afrique et encadrer beaucoup de talents qui aujourd'hui exercent avec bonheur dans différents secteurs, dont d'ailleurs l'actuel directeur général de la Sonatel. Nous sommes fiers d'avoir contribué à accélérer l'intégration africaine en accompagnant l'Union africaine et sa transformation institutionnelle de secrétariat en commission, c'est-à-dire donc un exécutif continental plus fort, ainsi que plusieurs communautés économiques régionales. Nous sommes fiers d'avoir aidé plusieurs pays à travers les plans émergence à aller au-delà des plans précédents de lutte contre la pauvreté ou d'ajustement structurel et à s'engager dans une démarche de développement beaucoup plus volontariste et plus ambitieuse. Nous contribuons également aujourd'hui à bâtir un cadre conceptuel de l'analyse du développement plus adapté à nos réalités. On le sait, les tentatives de mesure du développement ont donné naissance à une multitude de concepts quelquefois flous, peu documentés et peu adaptés au contexte des pays africains. Avec notre pyramide et notre matrice de l'émergence, nous fournissons aujourd'hui un cadre d'analyse de l'émergence africaine qui, il nous semble, nous donne une lecture plus rigoureuse des dynamiques en cours sur le continent et nous permet de comprendre mieux qui est émergent et pourquoi. Le mot émergent devient une sorte de nouvelle trouvaille sémantique de nos politiques. On l'entend à toutes les sauces. Ne court-on pas le risque que ce mot soit galvaudé? Et quelles sont finalement les caractéristiques d'un pays émergent? L'émergence,
c'est sortir de la pauvreté et arriver à rentrer dans un processus d'amélioration continue, significative et durable du niveau de vie des populations. Plus qu'une position précise dans le peloton des nations, c'est en réalité un processus dynamique et j'aime bien à cet égard l'image du train de l'émergence. Certains pays africains sont montés à bord, certains essaient de monter et d'autres marchent ou courent le long du quai. Alors, comment un pays fait pour obtenir le ticket et monter dans ce train de l'émergence? Plusieurs éléments que nous avons appelés chez Performance la pyramide de l'émergence et qui comportent, pour simplifier, 3 grandes composantes pour que le ticket soit valide. La première composante, c'est quoi? Est-ce que ce sont des routes? Est-ce que ce sont des ponts? Est-ce que ce sont des villes modernes? Mais pas du tout. La première composante, c'est un pays où les attitudes et les comportements des individus comme des institutions permettent à l'ensemble du groupe d'avancer de façon coordonnée mais vers une même direction. Cela suppose une ambition forte pour le pays, une ambition commune et collective et non pas une somme d'ambitions individuelles où chacun cherche à s'en sortir tout seul. Cela suppose des institutions fortes, capables de garantir que quelques-uns ne peuvent pas s'approprier les richesses du pays au détriment des autres. Cela suppose aussi un environnement propice à la prise de risque et à l'innovation, et où chacun, d'où qu'il vienne, peut réussir par son propre mérite. Donc l'émergence est d'abord une question de comportement, d'attitude et de valeur, aussi bien au niveau individuel que collectif. Et si vous voulez monter dans ce train de l'émergence, il y a des bagages qui peuvent monter, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ne peuvent pas monter et qu'il faut laisser au sol. Cette première composante du ticket, c'est ce que nous appelons chez Performance la culture de l'émergence, et bâtir cette culture qui libère les énergies d'un pays, qui canalise ses énergies vers une ambition commune, c'est à nos yeux la première priorité de son leadership. La deuxième composante du ticket, c'est avoir dans le pays des entreprises et des secteurs qui exportent, qui sont présents et compétitifs sur les marchés internationaux. Car ce sont elles qui rapatrient dans le pays la richesse et les emplois qui permettent d'améliorer le niveau de vie. Si vos entreprises nationales ne décrochent aucune médaille dans la compétition économique mondiale, vous ne pouvez pas monter dans le train. Pour émerger, un pays a besoin d'entreprises qui exportent, qui gagnent des médailles internationales et des médailles de plus en plus importantes. Donc dans des produits avec de plus en plus de valeur ajoutée et des parts de marché de plus en plus fortes sur le marché mondial. Et les analyses montrent que derrière ces entreprises exportatrices, c'est en réalité toute une filière nationale qui les appuie et c'est l'ensemble de la filière qui est compétitive et qui devient pour un pays ce qu'on appelle un moteur de croissance. Ces entreprises exportatrices et ces filières moteurs de croissance auxquelles elles appartiennent sont absolument critiques dans un pays. Et de la même manière que nous célébrons nos joueurs de football quand ils se distinguent à l'international, nos entreprises qui exportent, ces champions nationaux, quelle que soit leur taille, doivent encore être plus appuyés et plus célébrés. Le troisième élément clé du ticket, ce sont toutes les politiques publiques qui apportent d'un côté aux entreprises le cadre des affaires dont elles ont besoin pour s'épanouir, la formation, les infrastructures, le cadre réglementaire, le financement, les services d'appui, et de l'autre côté, qui apportent aux populations les services dont elles ont besoin pour que tous bénéficient de la richesse qui est créée. L'enjeu clé, c'est donc de bâtir en même temps toutes ces différentes composantes pour obtenir un ticket valide et monter dans le train. Et d'y rester, car on peut aussi en descendre. Mais malheureusement, beaucoup de pays, au lieu de chercher à monter, donnent l'impression de vouloir courir plus vite que le train. Mais évidemment, le train et ceux qui sont dedans arrivera toujours plus vite à destination. De votre position, Victor Ndiaye, quel est à ce jour votre classement de l'émergence des pays africains? C'est une question intéressante. Nous avons bâti à Performance Group une matrice de l'émergence qui a permis de schématiser l'évolution de chacun des 54 pays africains dans leur trajectoire vers l'émergence durant la période 2005-2015. La maîtrise
par chaque pays africain des facteurs de l'émergence a été mesuré à travers 81 indicateurs issus de sources internationalement reconnues. La matrice a permis de dégager deux principales catégories de pays. Le premier groupe, ce sont les girafes, les pays les plus avancés dans leur trajectoire vers l'émergence, pas forcément parce que ce sont les plus riches ou qu'ils ont résolu tous les problèmes, mais c'est parce qu'ils ont réussi à valider leur ticket et à monter dans le train. On y retrouve notamment des pays comme le Botswana, l'île Maurice, le Maroc, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Namibie ou le Cap-Vert. Le deuxième groupe, ce sont ce qu'on a appelé les guépards, les pays qui ont été les plus rapides, les plus dynamiques entre 2005 et 2015 dans cette queue des tickets pour monter dans le train. On y retrouvait notamment le Rwanda, la Zambie, le Lesotho, le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Swaziland, le Mozambique, le Nigeria. Parmi eux, le Rwanda montre dans la matrice une croissance fulgurante. Et aujourd'hui, malgré un niveau de vie encore relativement faible, d'environ 800 $ par habitant, le Rwanda est 29e au classement mondial Doing Business, présente peu de corruption, un vrai système de méritocratie, des secteurs qui commencent à être fortement exportateurs, comme le tourisme, le café, le thé. Toutes les composantes sont là. Il est probable qu'avec les dernières données, qu'ils aient validé leur ticket et rejoint le train des girafes et que la prochaine décennie rwandaise soit encore plus spectaculaire que les deux précédentes. Quels sont les facteurs bloquants dans la mise en œuvre des plans stratégiques de nos différents États du continent africain? J'en vois deux principaux. Le premier, c'est que le temps de l'émergence n'est pas le temps de la démocratie. Le mandat d'un président dure 5 à 10 ans, alors qu'il faut 25 ans, c'est-à-dire une génération, pour sentir véritablement l'impact des politiques d'émergence, pour que le train arrive vraiment dans sa première grande destination. La conséquence, et c'est compréhensible, c'est que les politiques mettent la priorité sur les choses les plus visibles, notamment les infrastructures. C'est un peu cela, courir vite le long du quai au lieu de compléter son ticket pour monter dans le train. Or, les infrastructures demandent énormément de moyens et très vite siphonnent l'essentiel des ressources disponibles au détriment de tous les autres projets. La vérité, malheureusement, c'est que les projets d'infrastructure nécessitent une planification et une gestion de projets sophistiqués et rigoureuses qui ne sont pas compatibles avec l'urgence. Le deuxième frein, c'est la faible opérationnalisation des plans stratégiques. En réalité, telles qu'elles sont conçues, beaucoup de stratégies nationales sont très difficiles à mettre en œuvre. On a une belle vision au-dessus, souvent payée à prix d'or, et plus bas, au niveau des ministères, un saupoudrage d'actions qui sont peu alignés à la vision et au final ont peu d'impact. C'est un peu comme un orchestre où le chef d'orchestre partage une vision géniale de sa musique, mais ensuite laisse chaque membre de l'orchestre l'interpréter à sa façon. La cacophonie est garantie. Malheureusement, l'action publique dans beaucoup de nos pays ressemble un peu à cela. Et au final, petit à petit, avec la vie des citoyens qui ne change pas concrètement, la vision est considérée comme un simple slogan. Une des grandes réussites du Rwanda, c'est qu'il a réussi à lever ces deux facteurs. Le leadership réfléchit et agit sur la base d'une vision à long terme, avec un travail remarquable qui a été fait sur toutes les dimensions de la pyramide de l'émergence. La culture de l'émergence est là, avec une vision ambitieuse et partagée, des institutions fortes, une action publique cohérente et des citoyens actifs et porteurs de valeurs favorables au progrès. Les moteurs de croissance sont également là, avec des filières comme le tourisme, le café, le thé ou le numérique, qui connaissent une croissance fulgurante à l'export. Là aussi, plutôt que de faire un grand document, Vision Rwanda, le Rwanda s'est très vite focalisé sur les stratégies de compétitivité filière, ce qui a permis d'élaborer des stratégies très opérationnelles
et d'assurer une mise en œuvre cohérente et extrêmement efficace. À cette ère dite des émergences africaines, quelles sont les grandes tendances actuelles et à venir sur le continent? Les cabinets de conseil ont toujours joué un rôle très important dans la transformation et l'expansion de leurs économies, en commençant par l'économie américaine des années 30, qui a vu naître tous ces grands cabinets de conseil américains. Ils ont accompagné l'expansion mondiale des grands groupes américains, la modernisation de l'administration, le développement du secteur social, le rayonnement des grandes universités, et il en a été de même en Europe. Un écosystème national de qualité dans le conseil est un accélérateur de compétitivité, et l'Afrique en a besoin pour accompagner son émergence. Pour nos entreprises, pour que de nos tissus de PME émergent de grands champions, mais aussi et peut-être encore pour nos États, souvent plus vulnérables aux cycles politiques et économiques et aux contraintes de financement. Et face à cette demande croissante, l'offre de conseil doit aussi s'adapter, en étant plus proche des clients, en déclinant des plans plus opérationnels, en accompagnant et en favorisant une mise en œuvre plus efficace et plus rapide, s'inspirant de toutes les démarches de delivery fast track qu'on retrouve aujourd'hui dans les startups numériques. Chez Performance Group, la réinvention évoquée plus haut est venue de cette nécessité d'apporter cette assistance beaucoup plus efficace et beaucoup plus concrète à nos clients. Nous sommes dans un contexte où nombre de leaders africains, de partenaires au développement, choisissent presque systématiquement des cabinets dits internationaux au détriment des acteurs africains du conseil. Va-t-on vers la fin d'une telle marche? Est-ce que vous, personnellement, vous y avez été confronté? J'ai entendu la directrice générale du FMI, Madame Lagarde, dire en s'adressant au grand cabinet de conseil américain en janvier dernier à Davos, je la cite, de mémoire, je vois de nombreux pays émergents ou à bas niveau dépenser des millions de dollars pour construire leur stratégie nationale. Je recommanderais d'en épargner une partie pour se focaliser sur les priorités. Les grands cabinets sont de très belles machines et sont impressionnants pour faire des superbes documents, pour vous dire de quoi vous souffrez et à quoi vous pourriez ressembler idéalement. Mais comment faire des diagnostics et des recommandations aussi détaillés et aussi précis en si peu de temps dans des pays où il y a aussi peu de données? La réalité est malheureusement souvent plus complexe. Il faut néanmoins leur reconnaître une vraie contribution au développement de la culture de conseil en Afrique. Et moi, je suis heureux quand McKinsey ou le BCG sont passés quelque part, car grâce à eux, les pays comprennent que c'est important de planifier et qu'avec nous, ils peuvent avoir aussi bien, sinon mieux et moins cher. Quelle est aujourd'hui la relation entre les cabinets historiques, dits internationaux, et les acteurs africains du conseil? Complexe, concurrence, fusion ou encore sous-traitance? Les cabinets de conseil en stratégie africains ou internationaux sont concurrents, quoique peu de façon frontale, car le marché est large et il y a de la place pour tout le monde. Mais la concurrence vient de plus en plus des cabinets d'audit qui ont acheté des cabinets de conseil au niveau international et essaient d'élargir leur offre en Afrique. Leur marque globale et leur taille constituent des atouts importants pour ces grands groupes mondiaux, c'est sûr. Mais les cabinets locaux ont l'avantage d'avoir des ressources qui proviennent de ces grands cabinets et d'avoir développé une connaissance beaucoup plus large et plus fine de nos pays. C'est aujourd'hui un énorme atout. De manière globale, le marché du conseil se développera, la concurrence sera de plus en plus rude et effectivement, des relations de coopération ou de fusion ne sont pas à exclure. Et finalement, Victor Ndiaye, quelle est la plus-value d'une culture africaine du conseil? Écoutez Robert, je commencerai d'abord par une plus-value basique, mais valable dans tous les secteurs, c'est que quand vous utilisez des locaux, l'argent reste sur place. Par ailleurs, dans le domaine spécifique du conseil, on l'a évoqué plus haut, les plans stratégiques tels qu'ils sont conçus aujourd'hui doivent être revus.
pour consacrer moins de temps à la vision et plus de temps à l'opérationnalisation. Tout comme le chef d'orchestre doit traduire sa vision dans un morceau où chacun joue sa partition, la vision doit être déclinée en des plans opérationnels très précis. Et là-dessus, je pense que des cabinets africains de conseil en stratégie comme Performance ou ESP d'Eric Kakou ont pris de l'avance grâce à leur connaissance approfondie des filières locales et des acteurs. Leur ancrage local et leur proximité avec les clients leur donnent également une longueur d'avance dans l'accompagnement à la mise en œuvre, qui devient un défi majeur des plans émergence. Quelles sont les difficultés du conseil en Afrique? Est-ce qu'elles sont les mêmes hier et aujourd'hui? J'en vois deux principalement. La première, c'est un marché du conseil encore trop faible et éparpillé. Les entreprises, comme les administrations d'ailleurs, ne sont pas encore assez conscientes de ce que leur coûte l'absence d'une planification et d'une mise en œuvre rigoureuse. On sait depuis Sénèque qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, mais beaucoup, y compris des entreprises relativement florissantes, continuent encore aujourd'hui à estimer que le conseil leur coûterait trop cher. La deuxième difficulté, c'est l'insuffisance de consultants qualifiés sur le marché de l'emploi, ce qui nous oblige à un énorme travail de formation et d'encadrement. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune Africain désireux, comme vous à l'époque, de se lancer dans le conseil avec un ancrage panafricain? D'abord, qu'ils ont raison de rentrer, parce que l'avenir est ici en Afrique et qu'ils ont un rôle clé à jouer dans le développement de nos pays. Ensuite, qu'à notre époque, nous n'avions pas d'autre choix que de partir de zéro et de créer nos cabinets, car il n'y avait pas de plateforme capable de nous accueillir. Mais aujourd'hui, ces plateformes existent et que le système de partnership fait que vous avez l'opportunité de développer en quelque sorte votre affaire sans le dur parcours du combattant de l'entrepreneuriat en Afrique par lequel nous avons dû passer. Aujourd'hui, à près d'un quart de siècle d'existence, comment a évolué le tour de table du cabinet Performance Group? Êtes-vous toujours seul à bord? Non, justement, nous sommes 5 associés, bientôt un 6e chargé du secteur oil and gas qui est en train de se développer dans notre région. Et il y a encore de la place à prendre, notamment pour tous les jeunes Africains qui ont fait quelques années de conseil en Occident et qui souhaitent rentrer. Nous sommes presque au terme de cet entretien, mais avant de le conclure, est-ce que vous auriez un message particulier? Votre mot de fin? Oui, pour vous remercier, en particulier Maktar Sylla, le fondateur de cette chaîne panafricaine. C'est un grand bâtisseur et un champion qui, dans son domaine, a énormément apporté à l'Afrique. Et des champions comme lui sont indispensables dans la bataille de l'Afrique vers l'émergence. Comme on le dit, l'histoire de la chasse n'est jamais la même selon qu'elle est racontée par le chasseur ou par le lion. Et l'Afrique doit avoir sa propre voix, raconter sa propre histoire. Et pour cela, il est vital pour nous tous que l'Abel devienne une grande chaîne continentale, voire mondiale. Donc bravo et merci pour tout ce que vous faites. Par devoir d'historicité, de mémoire, d'illustration et d'exemple, il est bon par moments de sortir de la timidité discrète, serrère, pour partager une expérience, susciter des vocations, encourager celles et ceux qui hésitent, tirer les leçons du vécu, accompagner, encadrer et continuer à multiplier les success stories. Cousinage à plaisanterie, oui, mais ça va bien au-delà. De par sa position privilégiée au cœur des problématiques et des enjeux du continent, Victor Ndiaye a lancé en 2017 un indice de l'émergence africaine qui est un baromètre permettant d'évaluer la qualité et l'impact des divers plans d'émergence déployés sur le continent. Au total, ce sont 6 ingrédients pour la recette gagnante d'une Afrique convergente qui rattrape son retard sur les économies matures du monde développé. 1. Financer des investissements massifs requis dans les infrastructures par des recettes plus importantes de nos matières premières et de nos terres. 2. Investir massivement dans le capital humain dans une Afrique qui dispose d'une force active de 600 millions de personnes où des alternatives existent face à la condamnation à l'oisiveté.
3. Généraliser l'usage des nouvelles technologies de l'information, car le 21e siècle est numérique. Les réseaux de fibre optique représentant les chemins de fer du 19e siècle et les autoroutes du 20e siècle. Et de tous les retards, la fracture numérique est la plus facile à rattraper et la plus rapide pour accélérer la transformation économique. 4. Favoriser l'émergence de grands groupes bancaires africains, prêts à accompagner l'émergence d'entreprises régionales et mondiales et de grands médias africains pour dire nous-mêmes notre histoire. 5. Mutualiser et renforcer nos forces de sécurité, qui doivent être au minimum capables de neutraliser les menaces externes. 6. Bâtir des institutions fortes, une société civile active pour choisir, stimuler, contrôler et sanctionner les dirigeants qui le méritent. L'Afrique a besoin de telles aspirations et d'outils conçus et mis en place par ses fils. L'Afrique des États, des institutions, des entreprises a besoin de faire confiance à ses fils et experts en leur savoir-faire. Oui, Victor, tu as eu raison de dire lors d'une interview à Financial Afrique à l'occasion des 20 ans de performance en 2015. Et là, je cite, est sans doute la première bataille de l'émergence, la bataille mentale. On ne peut pas émerger si on ne croit pas en soi. Et émerger économiquement, c'est favoriser le développement de champions nationaux compétitifs qui génèrent des richesses sur de grands marchés et tirent vers le haut tout un écosystème de PME locales. Fin de citation. À chacun d'assumer les tâches qui lui incombent, c'est dire que ça ne m'offusque jamais lorsque les gens qui nous confondent me servent un monsieur Victor déférent. Dommage pour moi que la barbe fasse aujourd'hui la différence, à moins de la laisser pousser. Que dis-je, émerger. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voilà au terme de cette nouvelle émission Leader d'Afrique, qui a reçu pour vous ce soir Victor Ndiaye, président directeur général du cabinet Performance Group. Il s'en est ouvert à nous sur les différentes mutations du domaine du conseil sur le continent, ainsi que sur l'évolution de son cabinet Performance Group. Merci de votre bien aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt. Au revoir.